Vas-y en fait, attends pas d'avoir bouffé tout le contenu gratuit en ligne pour te dire ouais on verra plus tard. Parce qu'en fait ton niveau de motivation il est haut, ton potentiel d'action il est au même niveau que ton niveau de motivation on va dire. Et il faut que tu le fasses maintenant. Si tu le fais pas maintenant, t'auras pas autant la motive demain. J'ai un nouveau slogan, c'est n'oubliez pas que le meilleur moment pour lancer votre business en ligne, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant les gars, c'est maintenant. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Donc ouais, comme tu me disais à l'instant, le petit stress du compteur là qui démarre, alors que certainement en plus ça sera monté, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a le petit compte à rebours en mode là ça y est, il va falloir qu'on sorte notre première phrase, qu'on sorte la première phrase et qu'est-ce qu'on va se raconter pour se dire bonjour. Bah déjà bonjour Xavier Lou, merci d'être là, ça me fait super plaisir. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, bonjour Gérald, bah écoute merci pour l'invitation, ça fait très plaisir. Je m'appelle Xavier Lou, je viens de Lille et je travaille dans le e-commerce depuis 6 ans. Et j'ai lancé la chaîne e-com Success il y a 2 ans et demi maintenant. Et on s'est spécialisé dans l'approche référencement naturel. Et on vend... Alors j'ai plusieurs associés. On vend des accompagnements, de la prestation et on fait surtout beaucoup de e-commerce nous-mêmes. Ce qui nous permet d'adapter nos formations et les évolutions en fait, du e-commerce en 2022. Tu te présentes plus comme un formateur ou comme un e-commerçant du coup? Comment tu t'identifies? Les deux vraiment. Il n'y a pas plus l'un que l'autre. On passe quasiment autant de temps à faire du e-commerce qu'à développer nos formations. Et surtout, on fait beaucoup d'accompagnement. Et c'est vachement intéressant parce que toutes les personnes qui nous rejoignent, il y a vraiment beaucoup de niveaux différents. Et on apprend au quotidien. Et ça, c'est vraiment l'approche que je recherche. Plus que juste vendre de la formation pour vendre de la formation. C'est vraiment l'accompagnement, nous, qui est déterminant dans ce qu'on va pouvoir apprendre et ce qu'on va pouvoir partager également en retour. Hyper intéressant. On va aborder le e-commerce longuement pendant cet épisode. On en a pas mal parlé. Mais avant ça, tu as eu un parcours atypique. T'es pas arrivé de suite au e-commerce. T'as bourlingué un petit peu avant, au sens propre du terme en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes étapes de ton passage à l'action avant l'entrepreneuriat? Par où t'es passé? Alors, je suis passé par beaucoup d'endroits. J'ai un parcours un peu atypique effectivement parce que j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Non pas que je voulais pas travailler, mais juste je pense que j'étais pas vraiment fait pour le système Académie nationale classique. Du coup, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Le jour de mes 16 ans, j'ai annoncé à mon père que j'arrêtais. Mais bon, il m'a pas parlé pendant 3 mois, mais c'était pas dans le but d'être un cancre et d'aller fumer des pétards et de rien faire. J'avais vraiment cette envie de partir voyager très tôt. J'ai été inspiré par mon grand-père qui avait beaucoup voyagé, il était commercial itinérant toute sa vie. Et j'ai lu un bouquin de Alexandre Poussin et Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui est maintenant une rockstar des écrivains français qui n'était pas très connu à l'époque. Il avait fait une présentation dans mon pensionnat quand j'étais petit, ça m'avait vachement inspiré. Il revenait d'un tour du monde à vélo. Et j'ai lu ce bouquin et je me suis dit putain c'est cool quand même comme approche. En plus j'avais pas un copec dans les poches. Je vais prendre mon vélo et puis je vais aller faire un petit tour. Et le premier voyage que j'ai fait, je suis parti de Lille et je suis allé jusqu'au Danemark. Donc ça m'a pris 10 jours à peu près. Et j'ai trouvé ça vraiment cool comme approche parce que tu es assez facilement mobile. Tu peux faire 100-150 bornes par jour en fonction du vent et de la motive. Tu rencontres un max de personnes et surtout tu peux aller où tu veux. Là où quand tu prends un train, un avion ou une voiture, t'es vite cantonné à des chemins balisés et tu peux pas aller à la rencontre des gens. Moi, c'était vraiment cet objectif-là de rencontrer vraiment les gens. Et j'ai très vite dit à mes parents que j'arrêtais pas les études juste parce que je voulais pas faire d'études. J'avais quand même la pression sociale de mes 4 frères et sœurs qui étaient déjà en école, en master, etc. Donc je me suis dit, je vais quand même étudier. Par contre, je vais essayer de hacker le système un petit peu et je vais tout faire à distance. Donc tu étais vraiment dans cette démarche de découvrir des choses en parallèle de la scolarité, trouver une alternative. Tu étais déjà dans le hack. T'étais pas du tout dans le digital nomadisme à ce moment-là. Tu connaissais pas, enfin c'était pas la démarche quoi. Non, j'avais 16 ans, j'avais aucune idée de tout ça, non. Alors j'ai la chance d'avoir eu... Enfin j'ai 4 frères et sœurs qui sont tous ingénieurs informatiques, qui sont tous devs. Donc j'avais quand même des petites notions. J'ai codé mon premier site en HTML quand j'avais 10 ans. Mon frère m'a expliqué comment faire et tout. Donc j'avais déjà un peu les pieds dans tout ça. Néanmoins, mon approche à l'époque, c'était vraiment purement découverte, voyage. Et puis progressivement, au fil de mes voyages, je me suis passionné pour la géopolitique. Quand je suis arrivé dans les pays du Balkan et que j'ai vu qu'il y avait des sociétés différentes de la mienne, en fait, de laquelle je provenais,
avec tout le confort et l'aisance qu'on peut avoir dans les pays d'Occident, je me suis dit, waouh, c'est passionnant. Et puis je discutais avec des gens qui avaient connu des guerres et des grands chambardements dans leur pays. Et je trouvais ça vachement intéressant. Du coup, j'ai passé mon bac en candidat libre. Donc j'ai fait les épreuves anticipées quand j'avais 17 ans et puis les épreuves du bac à 18 ans. J'ai eu les rattrapages, mais je l'ai eu. Et au final, j'ai juste acheté tous les bouquins. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant 10 jours pour tout lire. Je suis allé aux épreuves un peu en mode YOLO. Et puis mon père m'a reparlé. Il était fier. Il m'a dit, bon, t'es vraiment un con, mais au moins t'as réussi à faire ça, donc c'est cool. Et la méthode en mode candidat libre, j'achète les bouquins et je me bute et je les ponce et voilà, et je fais le minimum pour avoir le bac, du moins repêche et puis bac, etc. Tu approches hyper 20-80 pour le coup. Tu l'avais modélisé ou ça vient comme ça? Enfin, comment tu t'inspires pour faire ça? Ouais, j'ai étudié le système en fait. J'ai essayé de réfléchir à combien est-ce qu'il fallait que j'ai sur telle matière sur lesquelles j'étais plutôt bon, français, philo et histoire. Et toutes les autres matières, en fait, je me suis dit, tant pis, je fais l'impasse dessus. Ou alors je fais vraiment le strict minimum pour pas avoir zéro et disqualifié. En plus, Mhm. je me suis mis une pression supplémentaire. Je suis d'origine flamande et je me suis dit, je vais passer le néerlandais en LV2, ça va être trop bien. Du coup, pendant 3 mois, j'ai pris le bouquin à apprendre le néerlandais et bon, je me suis ramassé, j'ai eu 6, hein. Mais je voulais pas faire comme tout le monde en fait. Déjà de base, je voulais pas faire comme tout le monde, je Mhm. voulais pas faire espagnol ou allemand. Du coup, oui, c'était vraiment l'approche 20-80 où je me suis dit, ok, je vais vraiment tout mettre sur le français, l'histoire et la philo. C'est les plus gros coefficients et puis le reste, tant pis. Et c'est passé. Et ton papa, quand il décide, enfin, quand du coup, il accueille pas super bien ton idée, c'est pourquoi tu penses? Parce que tu sors des clous? Parce que t'as déjà eu des phases comme ça où t'as pris une décision qui t'a pas porté bonheur? Ou tu penses qu'il est dans quel état d'esprit quand... Non, je pense pas. Je pense qu'il avait confiance en moi et dans ma faculté de jugement, mais j'étais ingérable et j'avais 16 ans. Et tu fais pas confiance à un adolescent qui, à 16 ans, te dit j'arrête l'école, je prends mon vélo, je me casse à l'autre bout du monde. Forcément, t'as des doutes. Ce gamin, il a encore tout à prouver. Et le fait d'avoir été jusqu'au bout de mon projet, enfin, de continuer mes études malgré tout, ça l'a rassuré et il s'est dit, ok, il y a quand même quelque chose et on va lui faire confiance. Là où avant, c'était vraiment, il avait peur, quoi. Je Et, peux comprendre. et depuis, si admettons là, admettons qu'il ait un autre gamin de 16 ans qui lui fait le même coup, tu penses qu'il réagit comment? Je pense Une qu'il fois réagirait de la même façon. Ouais, de la même façon, ok, donc ça n'a pas Ouais. été... ok, très bien. Ouais, c'est incroyable, parce que moi j'ai deux gosses, et c'est vrai que je sais pas... Je sais pas, parce que quand on le voit comme ça, on se voit, nous on se connaît, on discute, etc., machin, tu dis, ouais, putain, tu vois, bah oui, évidemment, que t'allais le faire, évidemment, tu vois. Mais imagine que je suis... Enfin, moi si je suis, admettons, c'est mon gosse qui me fait ça, je sais pas, je dis mon gosse, ou ma... parce que, en fait, j'imagine pas que ça puisse être ma fille, mais ça pourrait aussi être ma fille. Mes gosses qui... Mais en fait, je crois que je réagirais pareil, tu vois, ça me semble assez normal. Toi, à sa place, tu ferais quoi? Et pourtant, t'as un mindset d'entrepreneur. T'es chef d'entreprise, t'as pris des risques énormes dans ta vie pour en arriver là où t'es. Donc, c'est paradoxal, hein, mais c'est dur de faire confiance et on a peur. C'est ça, exactement. Et toi, tu penses que ça serait ok? Tu penses tu serais dans le lâcher prise? Bah, sachant que je l'ai fait, j'ai pas d'enfant, hein, mais si je devais en avoir demain et que je me retrouvais dans la situation telle que j'ai mis mon père il y a 15 ans, je pense que ouais, j'aurais forcément les mêmes réflexes de base de crainte qu'il arrive quelque chose à mon enfant, tout simplement. Soit qu'il arrive un drame, soit qu'il devienne peut-être pas un paria de la société, mais en tout cas qu'il arrive pas à la hauteur à laquelle j'espère qu'il arrive un jour. En termes d'élévation sociale ou en termes de sécurisation d'un emploi qui est durable, sur lequel il y a moins de risques, etc. Et ouais, une fois que j'ai passé mon bac, j'étais content. Mais j'avais toujours faim en fait, j'avais toujours envie de repartir voyager et je suis quand même allé à la fac pendant 6 mois. J'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire et je me suis dit bah j'aime bien l'histoire, je vais aller en fac d'histoire parce que c'est gratuit et que ça a l'air sympa et puis que j'ai envie aussi de peut-être renouer un contact social avec des gens parce que même si je rencontrais des gens au quotidien, bah, il y avait quand même déjà une forme de déracinement, j'y reviendrai plus tard. Et au bout de 6 mois de fac, je me suis dit, ouais, en fait, compliqué. J'ai vraiment envie de repartir voyager. J'ai juste 2 jours et demi de cours par semaine. C'est ridicule. Tout le reste du temps, c'est pas un truc qui m'enjaille de fou d'aller me mettre des murges dans les bars tous les jeudis et vendredis, tu vois. À ce moment-là, tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie? T'as une idée? T'as déjà une vocation, une idée de vocation? Je sais que j'ai envie de faire Sciences Po, mais je suis encore en première année de licence. J'ai passé une équivalence, une sorte de passerelle pour arriver en deuxième année. Et au final, j'y suis jamais allé. Parce qu'au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Je me suis renseigné à la fac dans laquelle j'étais, c'était à Lille 3. Et j'ai découvert
dans les méandres d'un couloir de l'île 3, parce que c'est énormissime, tu as des couloirs dans tous les sens. J'ai trouvé une porte où c'était écrit service d'éducation à distance. Je me suis dit, tiens, c'est cool ça. Du coup, j'ai toqué et je leur ai dit, bah coucou, la fac c'est cool, j'aimerais bien continuer, mais on peut faire ça à distance pour de vrai. Du coup, j'ai monté un dossier et puis je suis reparti à vélo. Je suis reparti et là, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai fait au total une trentaine de pays à vélo. Je suis allé jusqu'en Iran. J'ai fait quasiment tous les pays d'Europe continentale. J'ai traversé la Turquie, la Géorgie, l'Arménie. J'ai traversé tout l'Iran et je suis rentré. En fait, j'ai traversé le golfe Persique pour arriver à Dubaï avec mon petit vélo. J'avais une barbe de taliban parce que je m'étais pas rasé pendant 6 mois. Et j'ai pris l'avion pour rentrer à Lille pour passer mes partiels. Parce que c'était la date fatidique, quoi. Et sur ce parcours, parce que l'Iran, enfin moi l'image que j'en ai, je suis jamais allé, mais l'image que j'en ai, c'est l'image qu'on voit dans les films. Donc c'est une image, il y a forcément d'histoires d'agents secrets, de bombes nucléaires et de je sais pas quoi, enfin d'armes nucléaires et de machin. Donc ça me fait flipper. Quand tu me parles des Balkans, pareil, j'en ai entendu parler que quand j'ai entendu parler de la guerre. Est-ce que il t'est arrivé d'avoir très peur ou au final ça s'est passé beaucoup plus simplement que ce que moi maintenant là je peux m'imaginer. Alors, il m'est arrivé d'avoir peur, mais pas forcément en Iran. J'ai eu des mésaventures en Turquie, en Russie, en Irak, mais en Iran, étonnamment, par rapport à justement l'idée qu'on a de ce type de pays qu'on voit, qui sont dépeints dans les médias de façon plutôt négative, non, pour moi c'était le pays le plus safe dans lequel je me suis rendu. Et tu vois, j'ai fait l'Amérique du Sud en moto, en stop, en bus. J'ai jamais autant flippé de toute ma vie que dans des coins sombres de Colombie ou d'Argentine. Alors que j'étais en Irak pendant la guerre, mais c'est pas vraiment les mêmes cultures. Et il y a un code de l'honneur là-bas qui surplombe tout le reste de la société. Et du coup, tu te sens beaucoup plus en sécurité que dans des pays où c'est vraiment, enfin, t'as des brigands qui sont sans foi ni loi, quoi, clairement. Ils défendent pas une cause, hein. Ils sont juste là pour le profit court terme, dévaliser quelqu'un et voilà quoi. Ok. Il y a bien un moment où tu t'es dit, mais dans quoi je me suis embarqué, non? T'as dû ressentir ça à un moment-là. Quand tu traverses des pays en guerre, je sais pas, ça doit quand même te traverser l'esprit, j'imagine. Ouais, ça m'est arrivé quand même, ouais. Ça m'est arrivé. Alors, je me suis souvent dit dans quoi je me suis embarqué à balancer mon vélo par terre parce que j'avais un vent de face depuis plusieurs jours et que ça rend dingue. C'est juste, tu mets un effort considérable et puis t'avances à 10 km/h. Après, ouais, ça m'est arrivé de me dire, qu'est-ce que je fous là, quoi? Il n'y avait pas encore les stories sur Insta, etc., mais il y avait déjà Facebook. Et je voyais les. Je m'étais quand même fait des potes, hein, que j'ai toujours aujourd'hui lorsque j'étais en fac. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je me crève à faire tout ça alors qu'en fait je pourrais être tranquillement au chaud dans un petit appart étudiant avec une copine et me mettre des races tout le week-end comme c'est ce qu'on fait normalement à cet âge-là. Mais bon, franchement, le jeu en valait la chandelle. Parce que je reviens sur cette histoire de j'ai hacké en fait le système. Je considère que j'ai passé 7 ans à voyager non-stop et pourtant j'ai un master aujourd'hui. Et je donne des cours de e-commerce à des étudiants en master à Paris. Je leur raconte à la fois mon expérience dans le digital, mais aussi mon expérience de vie. Et pourtant, j'ai 30 ans. Et je me dis, ben, tout ça, toute cette expérience-là, je l'ai acquérie. Et aujourd'hui, j'ai plus tant envie de voyager. Souvent, quand tu poses la question à des gens, t'as envie de faire quoi avec ton pognon ou avec ton temps libre? Ah ben, j'ai envie de partir voyager. Moi, ça m'intéresse pas. Au bout de 10 ans passés à l'étranger, je suis rentré en France et j'ai acheté une maison à littéralement 800 mètres de là où je suis né parce que j'avais besoin de me réenraciner, j'avais besoin de retrouver les liens sociaux, les plats traditionnels du Nord, ma famille, mes amis, même les noms de rue, ça m'avait manqué. Parce que justement, j'avais passé trop de temps, en fait, j'avais un peu tiré trop sur la corde. Et voilà, et là je suis bien, ça fait 3 ans, alors j'ai eu de la chance dans mon malheur. Le Covid est arrivé, j'avais plus du tout envie de voyager, j'avais vraiment saturé. Donc j'ai pu faire tous mes travaux de rénovation pendant 1 an, là je suis dans ma maison, je vis avec ma copine, on a 2 chiens, c'est le feu. Et j'ai pas du tout envie de partir voyager. Ouais, c'est ça, t'as envie de kiffer, pour le coup, aller vraiment boire des mojitos sur la plage, quoi. Mais voilà, c'est vraiment ça l'idée. Moi, je te comprends à 100% parce que moi, j'ai pas mal bougé. Parce que avant de lancer ma boîte, j'étais consultant. Enfin, en sortie d'école, école d'ingé, consultant, etc. Je bougeais, je prenais 3 avions par mois, machin, etc. Aujourd'hui, quand ma nana, elle me dit qu'elle veut partir en vacances, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle me dise on part à Biarritz, quoi. On part à 2 heures de route. Parce que voilà, après, je suis content quand même de bouger une fois que j'y suis, mais c'est la hantise de. Je suis bien chez moi, en fait. Je suis bien chez moi, dans mon village d'ermite où on est censé être 200 à habiter dans le village, j'ai jamais croisé personne à part le facteur. Donc je me dis, soit ils se cachent, soit je leur fais peur, soit je sais pas, il y a un truc. Mais voilà, donc moi je suis très bien dans mon village d'ermite et je comprends à 100% ce que tu dis là. Est-ce que tu avais
imaginer l'ampleur en fait l'ampleur de ton projet ou c'était vraiment jour par jour, opportunité par opportunité. Par exemple, tu croises un mec qui te dit t'es pas allé là-bas, c'est extraordinaire, go. Comment ça s'est organisé ton voyage? Il y a un peu des deux. Euh, J'avais vraiment envie de voir le monde et d'en voir le maximum. Et je m'en rendais pas compte à l'époque. Franchement, c'était vraiment au jour le jour où je planifiais. Enfin, en fait, j'étais obligé de planifier à 6 mois parce qu'il fallait toujours que je rentre passer mes partiels. Donc ça c'était vraiment une obligation et j'ai pas raté un seul partiel. Il fallait vraiment que je le fasse. Et je me dis, en fait, c'était très simple, hein. Je prenais Google Maps, je mettais de telle distance à telle distance, il y a combien de kilomètres. J'adaptais en fonction des pays que j'avais envie de visiter, de par les rencontres que j'avais faites, des personnes qui m'avaient conseillé. Bah, par exemple, l'Irak, jamais j'aurais pensé y aller si j'avais pas rencontré une Italienne et un Grec sur la route qui m'ont dit qu'ils y avaient été, que c'était safe, qui m'ont donné des contacts, qui m'ont rassuré en fait sur ce pays qui était en guerre. Je suis allé en 2014 pendant 6 mois. Bon là c'était pas à vélo, j'y suis allé pour faire de l'humanitaire, mais j'ai habité en Irak pendant 6 mois au moment de l'État islamique. Il y avait des mortiers qui pétaient à quelques kilomètres de là où j'étais. Et pourtant, je me sentais vraiment en sécurité. Euh, et je pense que les rencontres te permettent de développer une maturité que tu n'aurais pas à rester sur un banc dans une fac. Alors oui, tu vas acquérir de la connaissance, mais tu vas pas acquérir l'expérience. Et je pense aussi que, alors le choix de mes études, j'ai fait de la géopolitique en master. Je suis spécialisé sur le Moyen-Orient du coup, parce que c'est vraiment une région qui me fascine. Et, et quand je rentrais après 6 mois de vadrouille en Irak par exemple, et que j'avais un partiel et que je devais écrire 10 pages, ben, toute l'expérience que je venais d'acquérir, j'avais à la limite même pas besoin ou juste les grandes lignes de ce qu'on avait pu m'enseigner dans les manuels. Et je me suis tapé des super notes et j'ai validé mon master avec mention, alors que je suis pas allé une seule fois à l'école. C'est intéressant parce que tu aurais très bien pu aussi raconter quelque chose de vrai que ton prof n'a jamais vécu parce que j'imagine que il y a moins il y a moins de 10% des profs qui ont vécu l'expérience que tu as eue. Certainement, tu aurais pu raconter des choses, je fantasme un peu, je fabule, hein, mais que tes profs ils ne connaissaient pas et que du coup qui pouvaient croire, enfin, qui pouvaient sembler invraisemblables pour eux. Donc à la limite, t'es bien tombé, t'as pas trop romancé le truc. C'est un peu ça parce que aujourd'hui, quel est l'état un prof en géopolitique, ça ressemble à quoi et quelle est son expérience réellement? Alors en géopolitique, généralement, ils ont quand même un peu de bouteille, ils ont quand même un peu de terrain. Mais je m'entendais très bien avec mes profs et j'ai gardé contact avec certains. Et j'ai toujours bien aimé créer du contenu. Quand je faisais mes voyages à vélo, j'avais un blog qui est toujours disponible d'ailleurs, ça s'appelle xavierbybike.wordpress.com. Il est toujours dispo. Et quand j'étais en Irak pour l'humanitaire, j'avais fait un xavierlou.wordpress.com. Et en fait, mes profs de géopo, ils me suivaient parce qu'ils trouvaient ça marrant d'avoir un élève qui soit sur le terrain et du coup, bah, ils lisaient mes blogs. Et souvent, ils lisaient dans les copies ce que j'avais retranscrit de mes expériences passées là-bas. Ça a plutôt été bien accueilli. Ouais, 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 carrément, carrément. Quand j'avais des oraux après les partiels, bah, on faisait le partiel en 5 minutes et puis après, c'était une discussion informelle comme on est en train d'avoir où on parlait de l'actualité géopolitique parce que c'était notre thématique, quoi. Du coup, quel est maintenant ton regard, vu que tu as hacké le système par rapport à ton projet, quel est ton regard aujourd'hui justement des études au sens large et du système, du système français? Je ne sais pas si tu connais d'autres systèmes, mais du moins voilà, parlons de ce qu'on connaît. Quel est ton point de vue par rapport à tout ça? Bah alors j'ai la chance du coup d'avoir été prof en Allemagne. J'ai habité en Allemagne pendant 2 ans. J'ai été prof, bon alors pour des enfants en Irak, mais il y avait pas de système, donc il a fallu le créer. Et là, je suis prof en France, et je vois la différence des trois systèmes. Et je pense que ça serait intéressant de laisser plus de liberté en fait aux enfants. Pas forcément à tous, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de suivre des lignes directrices. Tu sais, t'as toujours les premiers de la classe qui ont toujours les meilleures notes. Pourquoi? Parce qu'on leur donne une liste de consignes et ils les suivent scrupuleusement et ils ont du mérite. Et je pense qu'ils devraient continuer à laisser ce système-là. Mais pour les personnes qui sont un peu hors normes, comme mon parcours ou comme beaucoup d'autres, je pense qu'il faudrait leur donner une dose de liberté et créer un projet qui soit personnalisé avec eux. Je pense qu'en Scandinavie, on a beaucoup de choses desquelles on pourrait s'inspirer. Ils font beaucoup ça, en fait. Ils laissent une liberté absolument énorme. Ça ne veut pas dire que les gens, ils vont rien foutre et ils vont rien apprendre. Au contraire. Mais il y a d'autres façons plus ludiques d'acquérir des connaissances, et notamment en allant sur le terrain. Alors je ne sais pas quel coût ça pourrait avoir, mais créer plus de stages à l'étranger ou créer des projets dans la société beaucoup plus jeunes. Le stage en troisième, par exemple, c'est génial. Moi, j'ai jamais autant kiffé l'école que quand je suis allé faire mon stage en troisième. Et,
Et pourtant, malheureusement, je crois que c'est 2 semaines, et c'est seulement en troisième, et après c'est terminé. T'as zéro stage avant tes études supérieures. Je suis assez d'accord avec ton approche. Par contre, on va pas se mentir, il y a quand même des jeunes, et on en a peut-être fait partie, je pense pas, mais c'est possible, qui sont, qui ont pas cette maturité-là. Tu peux les amener, par exemple, sur un stage à l'étranger, etc. Et j'ai envie de dire, ce sera presque gâché. Moi, je verrais bien une approche, rajouterais bien un truc à ce que tu viens de dire, c'est l'approche un petit peu comme les bourses universitaires. Tu veux faire les bourses universitaires aux États-Unis, pardon. Tu veux faire un truc, ok, mais c'est au mérite. Alors, évidemment, il y a plein de dérives, donc il faudrait voir comment on attribue les bourses, etc. Mais je pense que ça serait au mérite parce que tu as des. Moi, par exemple, il fallait pas me laisser à l'école non plus. Il fallait que je continue, mais comme toi. Toi, tu étais passionné de géopolitique, tu es parti en Irak. Moi, j'étais passionné d'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. J'ai monté ma boîte très tôt. Et j'ai continué ma scolarité à côté, etc. Donc, j'ai envie de dire, même si voilà, l'expérience est c'est beaucoup plus soft dans mon cas, mais dans tous les cas, on est passé, tous les deux, on est passé sur le terrain. Et c'est comme un mec qui est passionné de mécanique, ça sert à rien de lui apprendre, de lui apprendre l'histoire géo, pourtant c'est quand même important, mais il s'en fout, il a juste envie de mettre les mains dans un moteur et de kiffer. Et donc du coup, euh, j'ai envie de dire, il faudrait gagner des points d'XP pour avoir le droit de se débloquer ça. Ça ferait un peu au mérite, je sais pas comment tu vois le truc. Ouais, c'est une bonne idée, mais alors c'est difficile de quantifier le mérite. Parce qu'encore une fois, tu vas avoir les élèves qui suivent scrupuleusement les règles et qui vont être premiers de la classe. Et puis derrière, tu vas avoir des personnes qui vont rien faire. Alors, pas rien faire, mais en fait, qui ont déjà une certaine dose de maturité, comme on pouvait l'avoir toi et moi à l'époque, on va dire, mais qui sont pas vraiment à suivre le système, ça les intéresse pas. Donc il faut trouver un moyen de les intéresser différemment, en leur donnant peut-être des projets personnalisés. Je sais pas, moi, si à l'époque tu étais passionné d'entrepreneuriat, ok, bah Gérald, petit Gérald à l'époque, bah, essaye de me créer un business plan, renseigne-toi, trouve des infos, fais-moi un business plan qui soit cohérent, qui tienne la route, et peut-être que là tu gagnerais des points d'XP qui te permettraient justement de partir faire ce stage personnalisé. 100% d'accord. Dans tous les cas, c'est sûr que pour noter, on ne pourrait pas garder le système de notation où il faut rentrer dans une grille. Évidemment, ce serait beaucoup plus qualitatif que quantitatif la note. Mais ça, évidemment, ouais, je suis 100% d'accord. Mais ça c'est dur de changer ça en France, hein. En France, on a 50 ans de retard par rapport à des sociétés anglo-saxonnes où c'est beaucoup plus au mérite plutôt que juste t'as pas appris par cœur ta poésie, bah du coup t'as zéro alors que t'es pas con pour autant, tu vois. Ça c'est dommage et ça casse énormément de destinées, je pense, ou de personnes qui auraient pu avoir l'envie de faire telle ou telle chose et qui se retrouvent bloquées parce qu'elles ont buté à un moment donné ouais, sur un truc du système qui pourrait être amélioré facilement, je pense. Après, je suis pas, enfin, si je suis prof, mais c'est plus facile à dire quand t'es prof en Master 2 qu'à des enfants qui sont adolescents et qui ont des problèmes familiaux, sociaux. Non, clairement. Et en plus de ça, tu es prof dans une démarche où tu es le professionnel qui va dans la classe pour. Donc forcément, t'es pas un prof professionnel, quoi. Je veux dire, toi, t'es d'abord un. Et ouais, voilà, voilà, comme je l'ai été, j'ai adoré ça, mais par contre, j'aurais détesté être le prof principal de la classe dans laquelle j'ai donné des cours, alors que j'ai adoré donner des cours dans cette classe, hein, parce que voilà. Ok, passionnant. Est-ce que, du coup, quand tu donnes parce que tu formes des gens, du coup, tu formes des gens, j'ai envie de dire des adultes, des gens dans la vie active qui veulent se recycler ou qui veulent apprendre une compétence qui est l'e-commerce, et tu formes des étudiants. Est-ce que tu vois une démarche, s'il y a une intention qui n'est pas la même, l'étudiant il est là parce qu'il est là, il a fait un choix ou il a été imposé, je ne sais pas, mais voilà, il y a cette possibilité. La personne qui vient cliquer sur ta pub, qui s'inscrit à ton Webi ou qui s'inscrit à ta newsletter et qui achète ta formation, elle n'est pas dans la même démarche, pas le même contexte. Est-ce que tu trouves quand même des points communs, voilà, est-ce qu'on peut tirer des profils, deux avatars, disons? Alors oui, c'est clairement deux avatars différents. T'as bien souligné le fait que les étudiants, ils sont là parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir le niveau master pour faire leur projet derrière. Alors c'est intéressant parce que c'est une école de commerce qui fait beaucoup d'alternance. Et du coup, ils ont déjà beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais ils ont déjà de la bouteille en fait, parce que ça fait 2 ans qu'ils font une alternance. Et ils ont déjà une vision du marché du travail et dans quoi ils vont graviter bientôt. Euh, mais oui, c'est clairement deux avatars différents. Mais je trouve quand même des similitudes dans le sens où nous, la fin. Je vais pas juste vanter les mérites de notre formation, c'est pas le but aujourd'hui, mais on essaye de faire ça de façon vraiment ludique. Et toute ma formation, en fait, c'est moi ou mes associés, on se filme et les gens peuvent suivre la souris et reproduire exactement la même chose.
Et on a tourné ça, en fait, quand j'étais en train de tourner la formation l'hiver dernier. Mon avatar, j'avais mis une photo de ma grand-mère juste derrière la caméra et je m'adressais à ma grand-mère de manière à ce que ça soit le plus simple possible et que tout le monde puisse accéder à cette formation et que ça soit vraiment accessible. Et bon, alors là, quand je donne des cours à Paris, c'est pas la même chose parce qu'il faut que je fasse ça de façon beaucoup plus rapide, mais j'essaye de reproduire la même chose. Et c'est cool en fait parce que je vois dans les accompagnements personnalisés que je peux faire sur Ecom Success ou bien dans le regard de mes étudiants, les deux en fait ils sont hyper contents parce qu'ils apprennent des choses. Et même si l'approche est différente initialement, les premiers veulent gagner de la thune sur Internet facilement ou en tout cas avoir un business en ligne, que ce soit leur Xème ou que ce soit leur premier. Et les seconds, donc les étudiants, ont besoin de valider leur truc, mais je vois qu'ils apprennent des choses. Et, et moi, c'est tout ce que je recherche en fait. Je veux juste pas aller faire une intervention et avoir des élèves endormis qui parlent entre eux. Et en fait, juste, je suis là parce que le système m'impose d'être là et eux, le système leur impose d'être là à m'écouter. Et je pense que j'arrêterai le jour où je me retrouverai dans cette situation. Tant sur ma chaîne, tant qu'intervenant dans une école de commerce. Aujourd'hui, comment tu le vois, le monde de la formation dans le e-commerce? Parce qu'il y a eu énormément d'acteurs. Il y en a des très gros, il y en a beaucoup de plus petits. J'ai l'impression qu'il y a aussi un 80-20 en termes de. Un 80-20 qui s'applique de ouf dans le monde du e-commerce. Toi, quel est ton avis par rapport à l'industrie? On en parlait en off juste avant de commencer l'interview, c'est marrant parce que effectivement il y a beaucoup d'acteurs, et il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont marqué des générations entre guillemets. Et il y a un des acteurs il y a 6-7 ans qui s'est abonné à mon compte Insta il y a quelques jours. Et je trouvais ça trop drôle parce que j'ai découvert le drop, pas juste avec lui, mais en tout cas je suivais mes premiers tutoriaux grâce à lui. Et du coup je lui ai envoyé un petit message pour lui demander mais t'es un bot ou t'es vraiment abonné à moi? Et il me dit non, non, je suis pas un bot. Et après, il m'a sorti une phrase qui m'a marqué. Je voudrais voir, enfin, je me renseigne sur les nouveaux visages du e-commerce français. Du coup, en fait, ça m'a marqué parce que direct, il a tracé une frontière entre, bah, toi, visiblement, t'es un nouvel acteur, et moi, je suis de l'ancienne génération. Il y a 6-7 ans, je faisais des tutos. Et maintenant, il fait toujours un peu de e-com, mais on le voit beaucoup moins et on pense pas forcément à lui si on devait aller acheter une nouvelle formation parce qu'il n'a pas créé de contenu depuis longtemps. Et ma vision des acteurs du marché, c'est une bonne question. Euh, on est beaucoup, très clairement. On n'a pas tous des approches différentes. Je dirais qu'il y a quand même une ligne tracée dans le sable entre les partisans de la publicité Facebook Ads, on va dire l'ancienne méthode, et le dropshipping en SEO. On est de plus en plus à se lancer dans le dropshipping en SEO. Et en fait, pour moi, ça devrait couler de source, ça devrait être naturel, parce que la plupart enfin, on a tous les mêmes avatars clients, faut pas se leurrer. Et généralement, c'est des gens qui sont soit en reconversion professionnelle, soit qui sont jeunes et qui veulent se lancer dans un business en ligne et qui n'ont pas forcément énormément d'argent. Et je trouve que le SEO, non seulement c'est une compétence que tu apprends qui va te permettre d'avoir à la limite un emploi hyper stable dans la foulée parce que c'est vraiment bien payé une fois que tu as des bonnes connaissances en SEO. Mais en plus de ça, c'est beaucoup moins risqué comme approche. Et enfin, ouais, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais je trouve que ça s'est tellement complexifié la publicité que je trouve ça pas hyper honnête de vendre de la formation sans accompagnement ou juste tu balances une méthode qui était valable il y a 5-6 ans avec Facebook Ads qui aujourd'hui en fait tu te retrouves très très vite bloqué et moi à longueur de journée mes prospects hein, très souvent ils ont suivi la formation on va pas les nommer mais de certains grands acteurs du marché et ils sont hyper déçus et ils me disent qu'ils ont l'impression de s'être fait arnaquer parce qu'il n'y avait aucun suivi et que la formation qu'ils ont suivie, elle était plus à jour depuis 2 ans parce que le mec, voilà, il s'en fout en fait. Son business, il tourne, il a une visibilité énorme. Tant mieux pour lui, hein. Moi, j'envie et je critique. Enfin, si je critique un peu, mais j'envie personne. Tant mieux pour lui. Mais par contre, je trouve que ça tue un petit peu l'image que les formateurs sur le marché français peuvent avoir en fait. Et du coup, ça m'impacte parce que j'en fais partie. Tu vois, nous, on accompagne pas mal de monde à travers différents produits dans la boîte. Et justement, on accompagne certains de ces grands acteurs et on accompagne d'autres. Moi, j'identifie deux types de formateurs. Ceux qui sont, j'ai envie de dire, ceux qui démarrent le match, ceux qui vont éveiller, qui vont vendre le projet de liberté, le projet de succès, le projet d'émancipation, enfin le projet voilà le gros bénéfice final, et du coup qui vont faire une grosse partie d'awareness. Le client va une première fois acheter chez ces gros acteurs.
en sachant qu'il y en a très peu. Moi, j'en calcule 3 gros. Euh, une fois qu'ils ont acheté là-dessus, qu'ils ont passé les vagues de j'achète pas la formation juste pour l'acheter, mais je la consomme. Ensuite, ils vont voir les deuxièmes formateurs que j'appelle les remplaçants, pas remplaçants parce qu'ils sont moins bons, mais remplaçants parce qu'ils rentrent après dans le match. Et c'est eux qui vont accompagner et qui vont créer réellement le succès. Mais en fait, le premier, il crée l'opportunité et le deuxième, il transforme. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et pour avoir été dans certains masterminds d'ailleurs de certains partenaires et d'avoir entendu l'avatar de gens, moi j'étais en tant qu'invité, du coup j'entendais les clients des gens qui m'invitaient expliquer un peu leur parcours. Est-ce que tu viens de dire là? Je l'ai entendu. Pareil, j'ai entendu une dizaine de fois. Bah, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai découvert que c'était possible grâce à X et grâce à Y, j'ai réussi à en vivre, quoi. J'ai suivi des masterminds où justement j'étais invité et les clients du mastermind expliquaient justement ce que j'explique là. C'est je me suis formé avec X, ça m'a éduqué sur l'opportunité et Y m'a permis d'en faire un vrai métier, de gagner des skills et aujourd'hui d'en vivre, etc. Donc l'étape elle s'est fait en 2 coups. Ouais, je te rejoins à 100% là-dessus. En fait, c'est un peu comme un match par équipe, tu vois. T'as le passeur décisif et puis t'as le buteur. Alors dans les deux cas, l'équipe gagne parce que tu gagnes en visibilité et puis les gens généralement consomment des formations. Mais il y a un écrémage en fait. Et il y a un écrémage dans le sens où les grands acteurs vont capter 80-20 du marché. Mais sur ces 80-20, ils vont en rejeter à la mer une partie qui vont être hyper déçus de leur expérience et qui du coup vont avoir une vision altérée du potentiel d'autres formateurs. C'est dommage en fait, c'est dommage parce que si ces acteurs-là faisaient un peu plus l'effort, alors évidemment si demain j'ai 3000 personnes qui me suivent, je vais pas pouvoir faire des abonnements, des formations avec un accompagnement personnalisé en one-to-one comme je le fais aujourd'hui, évidemment. Mais je trouve ça dommage qu'avec les moyens dont ils disposent, ils mettent pas en place des structures qui soient quand même à la hauteur de ce qu'ils pourraient proposer en fait. Là où nous, on en est capable, à notre échelle, je vois pas pourquoi eux ne pourraient pas le faire en fait. Ça là-dessus, c'est clair. Après, il y a 2 approches, ça c'est clair et net. Et du coup, sans parler du monde maintenant de la formation, mais plutôt du monde du e-commerce, comment tu l'as vu évoluer ces dernières années? C'était quoi? C'est devenu quoi? Et les embûches sur ce qui te concerne, sur la partie SEO, et puis peut-être de manière plus générale, le e-commerce, le e-commerce dans son ensemble. Ça se professionnalise énormément en fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que du jour au lendemain, quand tu te lances dans le e-commerce, tu deviens multicasquette. Tu peux pas te dire, je me lève à 9 heures, je vais faire 2 fiches produits, puis je vais balancer une publicité, et puis on verra demain. Non, tu peux pas. Il faut absolument que tu sois présent sur tous les réseaux sociaux, que ta boutique elle rocks, que tous les jours tu regardes ta page d'accueil et que tu te demandes qu'est-ce que je peux améliorer, parce qu'il y a toujours une possibilité d'amélioration. Sur l'approche SEO, c'est de plus en plus compétitif parce que justement il y a eu de nouveaux acteurs qui ont émergé. Et j'en fais partie et on a essayé de démocratiser cette approche-là à l'inverse des stratégies avec exclusivement de la pub Facebook avec des stores qui ont une durée de vie entre 1 mois et 3 mois. Nous aujourd'hui on a une douzaine de boutiques chez Ecom Success et on en a une, ça fait presque 2 ans là, on va fêter à la fin de l'année ces 2 ans, elle a plus d'1 an et demi et elle est toujours en ligne et on a un taux de clients récurrents de 15%. À quel moment un formateur qui fait du e-commerce avec Facebook Ads fait ça? Tu peux pas faire 150 000 euros de chiffre d'affaires sur 1 an et demi juste avec du SEO et avoir 15% de clients récurrents. Visiblement, si. Et ça, pour répondre à ta question, dans le fond, c'est parce que on a vraiment professionnalisé notre approche et qu'on laisse rien au hasard. Mais du coup, ça demande beaucoup plus de ressources en temps, pas forcément en argent, mais en tout cas en temps, surtout au début, pour pouvoir lancer ce type de projet. Là où moi, quand j'ai commencé le drop en 2016, c'était YOLO, hein. La boutique, en 2 semaines, elle était pondue, on balançait du Facebook, c'était magique, hein. Tu mettais un nickel dans la boîte et puis t'en avais 3 qui redescendaient, quoi. C'était trop bien. C'est plus possible ça aujourd'hui, c'est de plus en plus compétitif et puis je pense que le e-commerce et le drop en tout cas a cette image ternie de par justement tous les abus qu'il y a pu y avoir et nous notre but, je pense que toute personne qui a une vision entrepreneuriale saine va mettre son client au centre de tout. Et c'est ce qu'on fait. Et avec le drop en SEO, on peut le faire justement. La courbe d'effort, toi, elle est, si on regarde, en fait, c'est très compliqué au départ de faire péter une boutique en SEO, mais ensuite, après, l'effort est déconstant. J'ai l'impression que sur le e-commerce avec de la pub, moi j'en ai fait beaucoup avant de partir sur d'autres business, mais
j'ai l'impression que l'effort, pour le coup, il est vraiment constant. Il est toujours le même. On lance la boutique, bon, oui, donc il y a un effort supplémentaire d'intégration, etc. Et ensuite, après, tous les jours, c'est une surprise avec la pub. Tous les jours, c'est une surprise. C'est un problème à relever. Et donc, moi, j'adore la pub, hein. On a vendu des dizaines et des dizaines de contrats de gestion de publicité. Donc, je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai qu'en e-commerce, c'est de plus en plus compliqué. J'en profite pour faire une parenthèse, mais on le voit en fait. Il y a encore 2 ans, on voyait constamment, on se faisait tout le temps targeter par des pubs de drop. Exactement. Tout le temps. Et Et on a l'habitude, on le voit, et on n'en va plus. Non, non, mais c'est vrai, non, mais tu as 100% raison. Et ce que je trouve hyper. En SEO, on arrive à reverse engineer la stratégie de quelqu'un. On arrive à savoir pas mal de choses. En pub, tu peux. C'est vrai, hein. Enfin, c'est voilà. C'est quand même une grosse. C'est quand même un gros des leviers pour faire péter son business. J'ai jamais fait de SEO sur du e-commerce, mais de manière générale, j'ai déjà fait du SEO sur d'autres thématiques, sur d'autres types de business. Mais en pub, t'as des mecs à faire passer de la weed en ads dans des carousels. C'est des gros acteurs. Et en fait, tu ne comprends pas comment c'est possible alors que toi, tu vends une gamelle pour chat et que tu te fais bloquer parce que, c'est limite, tu te fais pas bloquer pour nudité, tu vois, alors que c'est une gamelle pour chat. Je dis n'importe quoi, ça n'existe pas, mais ça pourrait être aussi débile que ça, les raisons de blocage. Et c'est possible. Et donc, en fait, tu dis, OK, je reverse engineer quoi, en fait, là? Qu'est-ce que j'apprends de ça? J'apprends que dalle. Donc, en gros, c'est tu bourrines, et tant que ça marche, ça marche. Et quand ça marche plus, tu passes à autre chose et tu rebourrines d'une manière différente. Et donc, ouais, l'approche SEO, plus ça va, plus. Moi, je suis un mec pressé, donc j'ai tendance à croire. Je pense que c'est le grand argument, ça. Mais plus ça va, plus je la trouve saine, en tout cas. Enfin, j'ai toujours trouvé saine, mais plus elle me convient, en tout cas. Mais je pense qu'au bout d'un moment, elle va devenir inévitable, en fait. Alors, je dis ça déjà parce que ça m'arrange évidemment, mais surtout quand on voit le niveau de complexité aujourd'hui pour réussir à maîtriser une campagne Facebook Ads, ça devient hardcore en fait, c'est un métier à temps plein. Tu peux plus juste te concentrer sur 3 petites tâches et te dire c'est bon, c'est parti. Je discutais encore il y a quelques jours avec un collègue qui fait du drop. Lui, il fait vraiment que du Facebook Ads. Et en fait, il me dit il est en contact avec des hackers russes qui font des tests à longueur de journée sur des business managers. Et ils se disent, OK, si je clique sur tel bouton à tel moment, est-ce que je vais être bloqué ou pas avec telle ou telle pub? Et ils trouvent des reverse engineering de malades. Et du coup, ils arrivent à continuer à faire ça. À faire ces stratégies en Facebook Ads. Mais c'est parce qu'ils ont fait du testing à gogo pendant des semaines et des semaines pour trouver le dernier hack jusqu'à ce que Facebook corrige le truc. Et ça marchera plus. Et donc la pub, oui, ça marche très bien. Mais pour du e-commerce, compliqué quand même. Alors, tu as Google Shopping. C'est le seul. En fait, quand on parle de pub jusque-là, parce que le grand classique, c'est de lancer de la pub sur Facebook Ads. Ça marchait très bien, on va dire. Là, nous, on met quand même pas mal de Google Shopping sur nos boutiques. Alors, à la fois parce que ça nous permet d'avoir du trafic hyper qualifié, parce que c'est les gens qui font la recherche et non pas on va advertiser à 10 000 personnes ce produit en espérant que quelqu'un soit intéressé. C'est les gens qui font la recherche, donc tu as un taux de conversion qui est énorme, donc forcément ça réduit tes coûts par clic. Mais surtout, parce qu'on s'est rendu compte que le fait de lancer ce type de campagne, en fait, le robot Google passe sur ta boutique toutes les semaines, beaucoup plus facilement. Et en fait, ça adopte ton SEO. Ça le transcende, il part tout seul après. C'est une dinguerie. Tu actives le CTR et tu as les robots qui passent dessus, exactement. Nous, stratégie Google Shopping, à la fin, on faisait plus que ça. On faisait plus que ça en mode 20-80. Donc, en fait, ouais, 100% d'accord. Dans tous les cas, pour moi, il y a deux types de pubs. Enfin, il y a deux types d'approches d'acquisition. Il y a tout ce qui est interruptionniste. Je fais de la pub, par exemple, là. Vous êtes sur YouTube, vous avez vu une pub passer et puis vous êtes en train de regarder le podcast, vous n'avez rien demandé. Vous avez vu le podcast passer et ça fait 40 minutes que vous l'écoutez et voilà, j'espère que ça se passe bien d'ailleurs. Donc ça c'est interruptionniste, vous n'avez rien demandé, vous êtes là. Et si Pensez j'ai à un peu vous de chance abonner à la encore chaîne de maintenant- Gérald. Ah oui, c'est vrai. Xavier Lou m'a dit que je faisais pas assez d'appels à l'action, donc c'est vrai, abonnez-vous, je suis très mauvais pour les appels à l'action. Mettez en commentaire ce que vous pensez de cette interview. C'est important pour le référencement. Le fameux. Euh, Exactement. Du coup, voilà, j'ai rien demandé, je tombe sur une pub et au final, Inch'Allah, le produit me convient, je l'achète. Que ce soit le podcast ou que ce soit autre chose. Tandis que je suis dans une démarche où je veux écouter une interview sur un aventurier dropshipper SEO. Je tape ça dans Google et je tombe sur un lien qui m'amène directement sur cette interview. En fait, il y a plus de chances que cette interview corresponde à votre quête. C'est une démarche intentionniste. Et donc, évidemment, le SEO est intentionniste.
le Google Shopping est intentionniste, une grosse partie de Google Ads est intentionniste. Et moi, j'aime beaucoup cette approche-là. Et puis, ça permet de donner aux gens ce qu'ils cherchent, en fait, et non pas essayer de leur vendre les bénéfices ultimes, absolument. Cette gamelle pour chat va changer ta vie. Alors, je dis gamelle pour chat parce que nous, on en a vendu des dizaines et des dizaines. Mais ouais, donc j'aime beaucoup ton approche. Et aujourd'hui, le e-commerce, pour toi, ça t'a apporté quoi? Parce que, ok, tu fais un tour du monde ou un quasi tour du monde avec ton vélo, tu as une vie, tu traverses des pays en guerre, etc. Et tu dis, ok, je prends une maison avec ma meuf, j'achète des chiens et je fais du e-commerce. Le e-commerce, c'est quoi? Pourquoi le e-commerce et pourquoi pas autre chose? En fait, il manque un épisode dans toute cette histoire. Parce que pour comprendre la raison qui me fait intervenir sur le podcast aujourd'hui et avoir ma propre chaîne YouTube, faut remonter à 2016. Je viens de finir mes études et en fait, après mes voyages à vélo, je me suis posé en Allemagne pendant 2 ans. J'avais envie de vivre là-bas, je trouvais ça cool. J'ai vécu dans plusieurs villes et j'étais toujours étudiant, mais j'avais pas énormément de revenus. En fait, j'étais étudiant en cours à distance et surtout j'avais beaucoup de temps libre. Du coup, j'ai été prof, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un kindergarten. C'était très cool, une école franco-allemande avec des petits enfants très choupis. Et ensuite, je voulais trouver un taf, n'importe lequel, parce que j'avais vraiment besoin de thunes. J'avais pas assez d'heures sur le contrat avec l'école. Et j'ai postulé à littéralement toutes les offres d'emploi où il fallait parler français et anglais. J'avais pas un hyper bon niveau d'allemand à l'époque. Et il y a une boîte qui m'a recruté qui s'appelle Ecomi. J'ai fait, je sais plus, j'ai envoyé genre 200 CV. J'ai eu 3 entretiens et le premier m'a pris et j'ai dit ok banco, ça a l'air cool. Ça s'appelle Ecomi, c'est l'ancêtre de Avis Vérifié, Trustpilot, etc. C'était l'un des pionniers à développer les rich snippets. Je sais pas si ça te parle. Dans le SEO, Oui. si tu fais une recherche et que tu vois en fait les Google Stars sur une page, c'est un rich snippet et ça augmente ton SEO. Et en fait, cette boîte-là, c'est un génie le mec qui a fait ça, qui a pensé, c'est tout bête, hein. Le jour où Google a intégré les rich snippets, il a lancé sa boîte et il a bombardé sur tous les marchés européens en appelant toutes les entreprises une à une, en leur disant on va doper votre nombre de visiteurs en ligne parce qu'il y a ça qui vient de sortir. Et généralement, quand Google ou un GAFAM sort un nouveau produit, ils mettent le paquet dessus. C'est un peu le principe des métadonnées, c'est un peu ça l'idée? C'est pas exactement des métadonnées, enfin je crois pas, mais c'est du même niveau en fait. Ok, donc c'est des attributs supplémentaires dans ma page, dans mon HTML, qui vont mettre en avant, admettons, ce qui est un avis, ce qui est un... Voilà, parce qu'en gros, dans le balisage HTML, il y a les titres, il y a le paragraphe, etc. Mais là, on peut en plus donner d'autres éléments pour donner plus de dimension à la page. Ça, c'est un avis, ça, c'est un commentaire, ça, c'est... Ok, d'accord, très bien. Ouais, je vais faire une brève histoire des rich snippets. À l'époque, Amazon était déjà aussi énorme qu'aujourd'hui, et en fait, ils bouffaient tout le marché du e-commerce, parce qu'ils arrivaient systématiquement en premier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, moi, Amazon, je le défonce sur la plupart de mes boutiques parce que je fais des boutiques spécialisées avec des rich snippets, entre autres, et parce que Google considère que je suis beaucoup plus à même de répondre à la demande d'un produit, d'un client, qu'Amazon sur cette thématique-là. Et du coup, Google voulant changer ce système, il a intégré les rich snippets pour que les e-commerçants, qui avaient des meilleures notes qu'Amazon, puissent passer devant. C'est comme ça que c'est né. Et du coup, j'ai bossé pendant 6 mois dans cette boîte, Ecomi. C'est là que j'ai découvert le SEO, le e-commerce, le monde digital. J'avais jamais mis les pieds là-dedans. Et surtout, j'avais pas particulièrement envie. Hein. À la base, moi, je voulais... je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais bosser, je sais pas, je voulais passer les concours cadre d'Orient après mon école de Géopo, travailler dans une ambassade au Liban ou un truc comme ça, tu vois, un truc un peu sympa. Et puis, au final, j'ai mis les pieds dans le e-commerce une première fois là-dedans. J'ai trouvé ça fascinant et je me disais bon bah c'est 4 peut-être que je lancerai un truc. Anyway, je pars vivre en Irlande 1 an après pour des raisons perso et puis parce que j'avais envie. Et là, je postule pareil au niveau des GAFAM et Airbnb me recrute. Trop cool. Super expérience. J'ai bossé pendant 2 ans chez Airbnb à l'époque où ils n'étaient pas encore IPO. Il y avait une culture d'entreprise. C'était exceptionnel et j'ai appris énormément de choses. Également sur le e-commerce, du coup, inévitablement, parce que c'est un acteur du tourisme qui est hyper fort en e-commerce. Il faut savoir que c'est des designers, les mecs aussi, à la base, les 3 fondateurs. Du coup, ça se voit, hein, les lignes épurées, énormément de sites se sont inspirés d'Airbnb parce qu'ils faisaient un truc hyper minimaliste, hyper clean. Et là, j'ai pris du level encore au niveau e-commerce. Après l'Irlande, je suis parti vivre en Espagne. Et là, pareil, j'ai postulé à une boîte. Je pense que mon CV commençait à être sympa. C'était Criteo. La licorne française
les leaders mondiaux, toujours encore maintenant en retargeting publicitaire. À l'époque où j'étais chez Airbnb, donc 2016-2018, je découvre le drop, je découvre les infopreneurs. Avec mon manager de l'époque, on se dit bah on va lancer une boutique de drop à nous, ce qu'on a fait. C'est un super pote à moi, hein, Maxime, que je salue aujourd'hui. Ça a bien marché, mais on n'avait pas le temps en fait. J'avais un side business à côté, je louais des appartes à Dublin, je faisais de la thune comme ça enfin j'avais un side business, ça me prenait tout mon temps, plus mon CDI chez Airbnb, c'était chaud. Donc j'ai arrêté, et en arrivant chez Criteo, j'étais commercial, je gérais des comptes de dropshippers qui balançaient des 3M par mois en retargeting. C'était fou, franchement, j'avais tout pour monter en XP et pour monter mes propres shops. Et après Criteo, je suis rentré en France parce que j'en avais vraiment ras la casquette, j'avais besoin de me ressourcer, de rentrer chez moi. J'ai créé une boîte avec mon petit frère et un pote d'enfance qui s'appelle Doctomoto. On a fait une levée de fonds, on a évolué dans le milieu des startups. Et puis au bout d'un an, c'était cool, franchement j'étais CMO, j'avais un super poste, on développait des trucs vraiment de fou, mais j'avais vraiment envie d'avoir mon truc à moi. Et puis j'ai rencontré un infopreneur qui est devenu un peu mon mentor, qui est encore un acteur du marché, hein, c'est Nat Ecom, que je salue également. Qui nous a mis en relation, ou c'est toi qui nous a mis en relation, je sais plus. Mais en tout cas, tous les trois, on a Ouais, été mis. c'est vrai. Je crois que c'est lui, ouais, tout à fait. C'est Tout vrai. à fait. Et il habite à 2 km de chez moi. On a fait un barbecue le week-end dernier. Et en fait, j'ai été bluffé par ce qu'il faisait, par l'énergie qu'il donnait, par tout le temps et toute la valeur qu'il apportait aux gens. Et je me suis dit, putain, mais avec toute l'expérience que j'ai, tant au niveau de mes voyages et de la façon dont j'ai acquis ma vie, etc., qu'en e-commerce, tout ce que j'ai appris là ces 4 dernières années à bosser dans le e-commerce, bah, vas-y, je vais faire la même chose. En vrai, en plus, ça a l'air plutôt rémunérateur, go. Et j'ai acheté le réflexe avec lequel on tourne aujourd'hui. Je me suis fait une liste de 30 vidéos que j'allais balancer le premier mois. J'ai un peu suivi la méthode Antoine BM qui dit le jour où tu veux te lancer, frérot, bombarde. Tu t'en fous, t'as rien à perdre, personne te connaît, bombarde. Du coup, j'ai fait 30 vidéos, j'en ai balancé une par jour. Et à la fin du mois, j'avais les 1000 premiers abonnés. Et puis après, j'ai mis du temps à Déjà, capter ah oui. ce que. Ouais, mais je suis allé sur tous les forums de gros hacking. Ouais, t'allais les chercher. Je toquais à Avec les tout. dents. Ah ouais, je m'en battais les steaks, j'allais partout, ouais. Franchement, on me voyait partout. Et après, enfin, j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai fait une pause sur ma chaîne YouTube pendant un an. Parce que j'ai acheté ma maison, je saturais un peu, j'avais envie de faire autre chose. Et j'ai acheté une maison complètement délabrée. J'ai tout retapé moi-même. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, quand je suis revenu. Le avant, pendant et après. Et puis là, en novembre, je m'y suis remis à fond. Et avant aussi, je n'osais pas trop vendre des formations ou d'accompagnement. Je vendais enfin, je donnais en fait. C'était cadeau, tu vois. C'est tous les tutoriels que j'avais pas trouvé en ligne pour pouvoir développer sa boutique soi-même. Bah, je les faisais et je les donnais gratuitement. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de gagner un petit peu en notoriété. Et puis à la fin, je me suis dit, vas-y, je fais un accompagnement. En vrai, tout ce que je suis en train de faire aussi à côté, tous les sites en e-commerce que j'ai développés avec des potes qui sont devenus mes associés, bah ça marche. Pourquoi est-ce que je me prends la tête et pourquoi je ne diversifierais pas mes activités en faisant également de l'infoprenariat? Bah allez, boum. Et l'accompagnement, il a cartonné. On l'a lancé en novembre et là, on a 70 élèves qui nous suivent. Donc bah, à mon échelle, ça peut pas, pour certains, ça peut paraître ridicule, mais on parle d'accompagnement qui... C'est pas comme si tu vendais de la formation sèche, hein, ou On fait des lives toutes les semaines, on a plus de 40 heures de modules vidéo, enfin je crois que toi tu es à peu près à ça aussi, c'est costaud, hein. C'est costaud Et puis j'ai fait un lancement inversé, je me suis dit vas-y, je vais faire le lancement, j'ai fait une page de vente, et puis si j'en vends deux, bah, je les rembourse et tant pis. Et non, j'en ai eu 40 le premier mois, je fais ok, bon, bah, va falloir tourner la vidéo maintenant. hyper inspirant. Donc du coup, pour toi, c'est une suite logique en fait. J'ai l'impression que tu avais gravité un peu tout au monde du e-commerce et qu'en fait c'était évident qu'il fallait mettre le pied sur le sujet sur lequel tu travaillais indirectement depuis un moment, quoi. Ah, hyper intéressant. Et aujourd'hui, du coup, si tu as une méthode à si t'as une méthode à donner, admettons, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui hésite à se lancer, comment tu peux comment tu peux faire en sorte qu'il passe à l'action et quel roadmap tu pourrais lui indiquer? À se lancer dans le e-commerce ou dans Ouais, dans le l'infoprenariat? e-commerce, alors, à voir, même de manière générale, prendre son baluchon, son vélo et se barrer, ou monter une boutique.
Qu'est-ce qu'on peut, voilà, s'il y a quelqu'un que tu as pu inspirer aujourd'hui qui se dit, ok, je vais être un Xavier Loubis, qu'est-ce que tu peux lui conseiller de faire? De pas être trop perfectionniste, de pas se dire il faut d'abord que j'ai acquis toute la connaissance du monde pour pouvoir me lancer parce que sinon ce sera pas assez bien. Non, tu t'en fous. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu découvres le e-commerce de par le podcast qu'on fait avec Gérald, regarde, j'ai fait plus de 100 vidéos gratuites de tutoriels que tu peux retrouver. Tu peux créer ta boutique en ligne tout seul sans avoir besoin de mettre un centime. Après, si tu as envie d'avoir un accompagnement, libre à toi et tant mieux pour moi et pour toi aussi. Mais vas-y en fait. Attends pas d'avoir bouffé tout le contenu gratuit en ligne pour te dire ouais, on verra plus tard. Parce qu'en fait, ton niveau de motivation, il est haut et ton niveau enfin ton potentiel d'action, il est au même niveau que ton niveau de motivation, on va dire. Et il faut que tu le fasses maintenant. Si tu le fais pas maintenant, t'auras pas autant la motive demain. Et là, je suis en train enfin, j'ai rebrandé mon site, j'ai changé de logo et je suis en train de faire 50 vidéos d'ici la fin du mois pour être tranquille pour tout distiller cet hiver. J'ai un nouveau slogan, c'est oubliez pas que le meilleur moment pour lancer votre business en ligne, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant les gars. C'est maintenant. Ton niveau de motivation, il sera jamais aussi haut que le moment où tu consommes le contenu et que t'endors pas la nuit parce que tu dis putain ça a l'air trop cool, il faut absolument que je fasse ça. Le jour où tu as cette idée, fais-le maintenant. Et c'est un précepte que j'ai appliqué à chaque fois. Tu vois, quand j'avais 16 ans, j'avais trop envie de voyager. J'en ai 30, j'avais plus du tout envie de voyager. Bah, je suis content de l'avoir fait quand j'avais 16 ans. J'ai l'impression que toi, tu as consommé tout ce que tu pouvais consommer dans ta vie. C'est de ce que tu dis là. Tu as voulu partir, tu es parti. Tu as voulu bosser dans des grosses boîtes, tu l'as fait. Tu as voulu être indépendant, tu l'as fait. Tu as voulu refaire ta baraque, tu l'as faite. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels justement tu n'es pas allé? Honnêtement, non. Je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Je pense que mon parcours en témoigne. Tous les X 6 mois à l'époque, maintenant tous les 2 ans, je change de taf ou je change de vie. Là, il y a un projet potentiel de partir vivre au Canada. On verra. Mais non, franchement, j'ai jamais écouté personne en fait. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner aussi. Écoutez personne. Il y a que vous qui vivez votre vie. Et je pense surtout en France où les gens sont très négatifs dès que tu leur parles d'un projet qui sort un peu des clous. Mais au final, qu'est-ce que t'en as à faire de ce que les gens vont en penser ou faire? C'est ta vie, frérot. C'est à toi de la vivre. J'ai un de mes meilleurs potes qui est parti vivre à Bali pendant 3 ans. Tout le monde lui disait mais non mais Bali et tout c'est dangereux et les scorpions et tout. Mais ta gueule, c'est trop bien. Le mec il a vécu sa best life ever. Et non sincèrement j'ai très très peu de regrets. J'ai fait 80 pays en 7 ans. Il y a quelques pays je regrette de ne pas y être allé. J'étais pas loin de l'Afghanistan à un moment et aujourd'hui c'est plus compliqué. Non franchement j'ai peu de regrets parce qu'à chaque fois j'ai appliqué ce précepte en fait. C'est un mantra que je me répète tous les matins. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et c'est une question qui est très difficile à répondre. Hein. Surtout, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Bah, très clairement, j'ai pas envie d'avoir une routine 8h, 17h. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais je m'en suis donné les moyens. Et progressivement, on level up à la façon entrepreneur. En ayant ce type d'expérience, on se rend compte que c'est faisable et que c'est pas si dinguissime ou si dangereux que ce que les autres peuvent en penser ou te conseiller. Et du coup, maintenant, la suite, c'est quoi pour toi? La suite, j'aimerais bien, idéalement, tu vois, dans un monde parfait, j'aimerais bien bouger au Canada. J'y suis allé en mai. J'ai mon meilleur pote et associé qui habite là-bas. Je l'ai dit, j'ai 4 frères et sœurs, on est tous un peu nomades. J'ai un frère qui habite au Canada depuis 20 ans, avec lequel je me suis beaucoup rapproché ces derniers temps. Là, j'y retourne dans 1 mois. Et j'aimerais bien emmener ma copine et nos chiens du coup là-bas et fonder une famille. Idéalement, j'aimerais trop avoir un pied à terre à Montréal parce que c'est un peu la drop zone comme dans Fortnite où tout le monde pop là et puis après on voit ce qu'on fait. Et ensuite, j'aimerais bien acheter, je sais pas, un bout de forêt et du matos et construire ma maison et avoir un lac, un ponton et voir mes gosses grandir là. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec le Québec. Et je pense qu'un jour je le ferai. Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on se refera une vidéo, match retour, et je serai sur mon ponton et il y aura ma maison derrière avec mes gosses qui courent. Par contre, je te préviens, si t'es sur ton ponton, moi je veux être sur le ponton aussi, je vais pas le faire à distance. Hein. Si tu me fais un truc au Canada, je vais pas le faire à la webcam, à Flojag à côté de Saint-Émilion. Et au Canada, moi aussi. Je veux pas être le baiser dans l'histoire. Okay. On fera le podcast, tu seras bien évidemment invité. On sera à 2 sur le ponton, on mettra un petit canapé et on mettra deux caméras et on fera un truc sympa. Impeccable, super. Yes. Bah écoute,
Vu ce que tu nous as dit, j'ai du mal à croire que ça ne puisse pas se réaliser. J'espère. C'est assez ouf. En tout cas, merci pour ton partage. C'est vrai on se parle depuis un moment, on collabore depuis un moment, mais c'est vrai on n'était pas rentré dans tous ces détails-là. Il y a quelques semaines, on s'est écrit et tu m'as dit, ouais, on est mieux à parler de ça. Et t'as bien fait, parce que franchement, je savais pas ça. On s'était parlé de plein de choses, mais pas de ton histoire. Et je suis trop content qu'on l'ait fait. J'ai appris plein de trucs aujourd'hui. D'ailleurs, la quasi-totalité des trucs que tu as dit, je le savais pas. Donc c'était vraiment très cool. Je suis sûr que tu vas inspirer beaucoup de monde. En tout cas, moi, c'est le cas. Merci beaucoup pour le temps et pour ton partage. On va mettre le lien de ta chaîne, on va mettre le lien de tes pages, on va mettre tout ça en commentaire. Si on doit conclure par un truc, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller d'aller d'aller voir chez toi, de s'abonner quelque part? Est-ce que tu as un appel à l'action à faire? Ben, je sais pas quand ce podcast va sortir, mais là, on est le 17 août, et à partir de la rentrée, donc 1er septembre, je vais distiller une vidéo tous les 2 jours en moyenne, jusqu'à Noël. Donc ça va être assez intense, c'est du contenu ludique, gratuit, alors il y a forcément des appels à l'action vers les offres qu'on propose, mais rien qu'avec ça, allez vous abonner à la chaîne Ecom Success, et vous en aurez pour votre argent parce que vous avez rien à dépenser et on donne énormément de contenu gratuit. Après, vous pouvez aller sur le site Ecom Success, vous aurez toutes nos offres, nos accompagnements, les produits digitaux qu'on propose. Et puis si vous avez juste envie de chatter, bah, envoyez-moi un petit message, pardon, et puis moi je réponds à quasiment tout le monde, donc go. Super. Et Merci Gérald, je te beaucoup. remercie pour ton invitation, c'était très cool, et puis on fait le match retour sur ma chaîne bientôt. Carrément. Ben, le rendez-vous est déjà booké, donc j'ai hâte. Euh, je te souhaite une bonne journée. C'est vrai qu'on a démarré plus tôt que d'habitude aujourd'hui. On a démarré quand on a booké. Tu m'as dit, ah, c'est un peu tôt. En fait, non, au final, ça allait. C'est nickel. Du coup, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Xavier Lou. Ouais, tu vois, j'écoute tes recommandations. Je fais des appels à l'action. Et à bientôt. Je te remercie Gérald, passe une bonne journée.